C'est bon, professeur, vous êtes prête? C'est bon? C'est bon, c'est OK? C'est bon, c'est OK? J'attends juste le pointeur. Ah, d'accord. Elle doit attendre son pointeur. Elle attend son pointeur. Oui, je sais, on est trop pris par le temps. Alors, vous commencez, je commence? D'accord. Elle attend son pointeur. Donc, on fait quoi? Je lance et on attend ou on fait quoi? Elle attend son pointeur. Je sais pas. Il a ma question. Pointeur. En attendant. Honorable assistance, bonjour. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée qui, à mon avis, est très réussie. Et je tiens à remercier vivement les laboratoires LDM qui m'ont toujours fait confiance. Et en cette occasion, on va parler un petit peu des pathologies qui sont les plus fréquentes en santé mentale, qui sont la schizophrénie et les troubles bipolaires. Et à la fin, on va parler de l'efficacité de l'aripiprazole dans l'Arifly des laboratoires LDM, c'est le nom commercial, qui existe sous forme de 2 doses à 15 et 30 mg. C'est des boîtes de 30. À la fin, je vais vous parler de 2 ou 3 vignettes cliniques qui sont réelles, qui ont été suivies au niveau de notre consultation. Et sous aripiprazole, les patients ont été bien insérés dans la société par la suite. Pardon? Voilà, donc on va commencer la deuxième session par la communication libre. On aura notre honorable professeur Ben Siddiq qui va nous présenter schizophrénie et troubles bipolaires, un sympo du groupe LD1, Psychonet. Donc vous avez 20 minutes, professeur, à vous. Merci les présidents de séance. Donc on va commencer par la schizophrénie. Je vais dire que la schizophrénie, c'est l'une des affections les plus fréquentes dans le monde en matière de santé mentale et en particulier en Algérie aussi. Et elle fait partie du groupe des troubles psychotiques comme les troubles bipolaires et les troubles délirants actuellement selon le DSM-5, mais anciennement appelés la paranoïa. Il faut savoir que le tableau clinique, il n'est pas, c'est pas une science exacte. Il varie d'une personne à une autre. C'est au cas par cas. Il faut savoir que c'est une pathologie dont l'évolution est variable selon les formes cliniques et les facteurs étiologiques sont, il y a plusieurs facteurs étiologiques, c'est-à-dire plusieurs hypothèses. Donc, sur le plan épidémiologique, comme je l'ai dit au début, c'est l'une des affections les plus fréquentes. Le taux de prévalence, il est environ de 0,5 à 1%. Et le taux d'incidence, il est de 2 à jusqu'à 4 pour 10 000 habitants. Le sexe ratio, il est à égalité entre le sexe masculin et le sexe féminin, mais le début est beaucoup plus précoce chez l'homme. Pourquoi? Parce que les femmes sont protégées par le côté hormonal par rapport aux hommes. Donc, les critères DSM-5 sur lesquels on travaille actuellement, c'est les critères anglo-saxons. Il y a de A jusqu'à E. Donc, les critères A, il faudrait qu'il y ait au moins 2 ou plus des symptômes suivants. Les idées délirantes, les hallucinations, le discours désorganisé, par exemple, des patients qui
soit du coq à l'âne ou bien des salades, comme on dit, des salades. Un comportement qui est excessivement ou bien grossièrement désorganisé. Et on parle aussi de symptômes négatifs. Parmi les symptômes négatifs, il y a le retrait social qu'on retrouve souvent ou bien l'émoussement émotionnel. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a le pressentiment que le patient qui souffre de schizophrénie, il est indifférent, il est froid lors de l'entretien. Le critère B, il y a un dysfonctionnement socio-professionnel, c'est-à-dire que il n'arrive plus à être inséré convenablement dans la société, dans son travail ou bien dans ses études. Le critère C, c'est le critère temps. Il faudrait que les signes évoluent depuis plus de 6 mois et plus. Et il faudrait éliminer la présence de l'un des tableaux des troubles bipolaires, que ce soit un épisode maniaque, un épisode dépressif ou bien un épisode mixte. Donc ça, c'est schématiquement pour mieux comprendre la schizophrénie. Les causes sont nombreuses. Donc, il y a des causes héréditaires, génétiques. Il y a des causes environnementales, sociologiques, psychologiques. Il y a la cause qui est très, très majeure actuellement. Et d'ailleurs, le tableau clinique de schizophrénie a nettement évolué par le fléau de consommation des substances toxiques, qui veut dire, entre parenthèses, les drogues, que ce soit les drogues dures ou autres. Et la pathologie inflammatoire avec le fameux microbiote intestinal. Il y a aussi la pathologie infectieuse et la pathologie virale. Pour les symptômes, on en a déjà parlé, il y a les troubles dissociatifs, que ce soit sur le plan comportemental, sur le plan intellectuel et j'en passe. Les symptômes, il y a les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Et qui dit autisme, ça veut dire que le patient, il est dans sa bulle, il y a le retrait, l'isolement social. Pour le traitement, donc, il y a des patients qui sont très agressifs, qui ne se reconnaissent pas malades, qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes ou bien pour les autres. Donc, il faut les interner au début ou bien lors d'un délit, un acte médico-légal. L'électrochoc, le CT, parfois dans les schizophrénies résistantes. Et heureusement, actuellement sur le marché algérien, il y a à peu près 6 antipsychotiques atypiques de seconde génération qui n'ont pas ou très peu d'effets secondaires par rapport aux neuroleptiques de première génération. Et il faut bien sûr le soutien ou bien l'accompagnement psychologique, surtout de l'entourage, de la famille, qui est très important pour la réinsertion sociale du patient. Donc, dans le cadre de la psychoéducation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, au début, il faut expliquer au patient et à sa famille ce que c'est son trouble, ce que c'est la schizophrénie, quelles sont les causes, quels sont les facteurs déclenchants. On revient toujours aux facteurs stress qu'on retrouve dans toutes les spécialités confondues. Il n'y a pas que dans la santé mentale, pas que dans la psychiatrie. Et aussi le traitement qu'on va lui donner, est-ce qu'il va causer des effets secondaires ou pas? Et comment prévenir les rechutes, et aux patients et à la famille. Maintenant, je vais passer au deuxième trouble psychotique qui nous intéresse aussi, c'est les troubles bipolaires, anciennement appelés psychoses maniaco-dépressives. Ça veut dire quoi? Il y a 2 pôles, il y a le pôle positif, qui est l'épisode maniaque, il y a le pôle négatif, qui est l'épisode dépressif. Au milieu, on a l'épisode mixte, qui va réunir quelques symptômes de l'épisode maniaque et quelques symptômes de l'épisode dépressif. Donc, il faut savoir que c'est une maladie chronique aussi, qui peut récidiver et qui touche notre humeur. Ça veut dire qu'il y a une labilité, une modification de l'humeur. Et le plus souvent, on retrouve des comorbidités psychiatriques ou somatiques. Et la plupart du temps, les patients qui souffrent ou bien les personnes qui présentent des troubles bipolaires, on retrouve souvent chez eux une addiction. Des troubles addictifs, ça veut dire une addiction aux substances toxiques. Il faut savoir que le taux de mortalité en cas de troubles bipolaires est surtout dû aux comorbidités, parce que dans les troubles bipolaires, surtout de type 1, quand il y a un épisode maniaque, il y a des conduites à risque qu'on retrouve souvent, d'où l'importance de l'instauration précoce du traitement et l'importance de l'observance thérapeutique et la compliance au traitement. Et ça dépend de la confiance, l'alliance thérapeutique entre le médecin et le patient, et aussi l'importance de la psychoéducation dont je viens de parler.
Donc, le début est très précoce, entre 15 et 24 ans, à peu près comme dans la schizophrénie. La durée de l'épisode varie de 4 jusqu'à 13 mois. Il faut savoir que à peu près, en moyenne, on va avoir un épisode par an de troubles bipolaires. Quels sont les facteurs de vulnérabilité? Les personnes qui sont séparées ou bien divorcées, les personnes célibataires, les familles qui sont en souffrance, le dysfonctionnement social. Il faut savoir que selon l'OMS, c'est la 6e cause d'handicap dans le monde. Donc actuellement, selon le DSM-5, le trouble dépressif caractérisé, il faut qu'il y ait 5 symptômes parmi tous les symptômes, les 9 symptômes qui apparaissent. Je ne sais pas s'ils apparaissent. C'est surtout l'humeur dépressive. C'est pas la tristesse qui dure 3 ou 4 jours réactionnelle, mais c'est une tristesse, une humeur dépressive qui dure 2 semaines et plus de 15 jours. Et sans arrêt, la perte d'intérêt ou de plaisir, ça veut dire que la personne n'arrive plus à faire les choses qui l'intéressent. La perte ou le gain de poids, ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend de la réaction de l'organisme et ça dépend de la cortisolémie, vous savez très bien. L'insomnie ou bien l'hypersomnie. L'hypersomnie, c'est pour fuir les idées négatives. On peut avoir un ralentissement psychomoteur ou bien au contraire une agitation. On peut avoir un sentiment de fatigue ou bien perte d'énergie, le sentiment de dévalorisation ou bien de culpabilité et la diminution aptitude à penser. Et ce qu'on redoute beaucoup plus, nous, comme psychiatres, c'est les idées suicidaires. On parle de prévention de suicide, mais parfois, on n'arrive pas à gérer, malheureusement. L'épisode maniaque, c'est tout ce que je viens de citer, c'est le contraire de ce que je viens de citer. Par contre, l'humeur, donc il faut que les symptômes suivants, au moins 3 symptômes, c'est pas comme dans la dépression, 5 symptômes, qui évoluent depuis 7 jours et plus. Il y a une humeur élevée, ça veut dire que la personne, elle est contente, mais elle est exaltée, il y a une exaltation, une super excitation, un sentiment, une augmentation d'estime de soi, des idées de grandeur, réduction du besoin de sommeil. Il faut savoir que la personne qui souffre d'épisodes maniaques peut ne pas dormir pendant 52 heures. Augmentation de la communicabilité, ça veut dire que le contact est familier, même avec des personnes étrangères. Il y a des fuites d'idées, il y a une distractibilité, elle ne peut pas se concentrer avec l'interlocuteur et l'engagement excessif dans plusieurs activités agréables. Là, c'est un résumé du trouble bipolaire. Donc, vous avez la dépression en bleu et au milieu, donc, quand il y a, pour parler de trouble bipolaire de type 1, il faut qu'il y ait un seul épisode maniaque. Pour parler de mixité, il faut qu'il y ait un épisode dépressif et un épisode hypomaniaque. Et pour parler de troubles cyclotimiques, donc il faut qu'il y ait des symptômes d'hypomanie et des symptômes de dépression. Ça veut dire quoi? L'hypomanie, c'est la même chose que, c'est les mêmes symptômes que l'accès maniaque, mais sauf que chez la personne hypomane, il n'y a pas de dysfonctionnement socio-professionnel. Elle peut rester insérée, elle peut travailler le plus normalement du monde dans la société. Donc ça, c'est un résumé aussi entre la schizophrénie et les troubles bipolaires. Donc, il y a 3 composantes importantes, c'est les signes positifs, la dissociation et les signes négatifs. Dans les troubles bipolaires, on a la manie, c'est l'excitation. Dans l'épisode dépressif, donc c'est l'anxiété beaucoup plus et tout. Et maintenant, on va passer au plus important, à la chose la plus importante qui sont les antipsychotiques atypiques. Actuellement, on travaille avec les antipsychotiques de 2e génération. C'est quoi l'intérêt? C'est la monothérapie et la monoprise. C'est pas comme les anciens neuroleptiques de 1re génération, comme l'allopéridol, la chlorpromazine. La chlorpromazine, c'est le Largactil, non commercial, qui a été le premier qui a été inventé par les Français. Donc,
donc le rôle principal de tous les neuroleptiques, que ce soit un neuroleptique de première ou bien de deuxième génération, ils agissent essentiellement sur les récepteurs D2. Ça veut dire qu'ils régulent, que ce soit l'augmentation de sécrétion de dopamine ou bien la diminution de la sécrétion de dopamine. Il faut savoir que la dopamine, c'est l'hormone de plaisir et de bonheur. Donc, la clozapine, comment le concept d'antipsychotique atypique a été innové, c'est après avoir constaté que la clozapine, elle est seulement à usage hospitalier et l'indication principale, c'est dans les schizophrénies résistantes. Et on a remarqué qu'elle ne provoquait pas d'effets extrapyramidaux, seulement il faut être il faut faire attention, il faut faire un bilan hebdomadaire, bilan cardiaque et bilan de la formule numération sanguine. Et par la suite, on a fait la découverte de plusieurs antipsychotiques atypiques. Donc ici en Algérie comme en France, il existe 6 antipsychotiques atypiques, comme je l'ai déjà dit, l'amisulpride, il y a l'aripiprazole, la clozapine, l'olanzapine, la quetiapine et la risperidone. Et dans ce contexte, la Haute Autorité de Santé a décidé de réévaluer l'efficacité et la tolérance de ces 6 produits dans le traitement de la schizophrénie, également des troubles bipolaires. Là, je vais parler des indications thérapeutiques de l'aripiprazole. Donc, l'Arifly, chez les laboratoires LDM, c'est la schizophrénie, ce qui nous importe le plus. Donc, elle est utilisée dans les 2 cas. Quand il y a la prédominance des signes positifs, également les signes négatifs, et elle peut être utilisée pour prévenir la rechute, que ce soit chez les adolescents ou bien chez les adultes de 15 ans et plus. Les troubles bipolaires de type 1, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un épisode maniaque, et ça donne d'excellents résultats en cas de troubles bipolaires. Pourquoi? Parce que l'aripiprazole, elle est prescrite en première intention dans les troubles bipolaires, car elle a une composante de régulation de l'humeur. Et on peut l'associer quand l'épisode ou bien le cas est très aigu et très sévère. On peut associer pendant un certain temps un régulateur de l'humeur. Je cite par exemple la carbamazépine, la lamotrigine pendant un certain temps. Mais en général, l'aripiprazole donne d'excellents résultats. Elle peut être utilisée aussi dans la dépression majeure à petite dose, quand dans le cas des dépressions résistantes. On va l'utiliser pour renforcer l'effet thérapeutique de certains antidépresseurs, et aussi on peut l'utiliser chez l'enfant en cas d'autisme, dans les cas d'irritabilité, de troubles de l'humeur, troubles du caractère, et aussi dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Vous savez ce que c'est? C'est les tics. C'est un syndrome dont le symptôme majeur, c'est les tics qui sont invalidants. Le mécanisme d'action de l'aripiprazole, ce qui fait la différence de l'aripiprazole ou bien l'exclusivité, je vais dire, de l'aripiprazole par rapport aux autres antipsychotiques atypiques, c'est qu'on l'appelle, c'est un régulateur du système dopaminergique. Pourquoi? Parce que c'est un agoniste partiel. Il va agir de façon progressive, c'est pas de façon brutale. Comment ça? Ça veut dire que là où il y a une hypersécrétion de dopamine, il va diminuer ou bien stabiliser le taux de dopamine. Et quand il y a là où il y a une diminution de sécrétion de dopamine, il va stimuler encore pour avoir le taux, je vais dire entre guillemets, normal ou bien souhaitable de la dopamine. Et ce n'est pas un agoniste uniquement de la dopamine, aussi c'est un agoniste partiel de la sérotonine, des récepteurs histaminergiques et adrénergiques. Donc, comme je viens de dire, c'est un agoniste partiel des récepteurs sérotoninergiques de type 1A. Et donc, cette action, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va contribuer à l'effet anxiolytique et antidépresseur de l'aripiprazole. Et quand il y a une anxiété, des troubles anxieux importants, surtout en cas de troubles bipolaires, ça donne d'excellents résultats. Et c'est un antagoniste des récepteurs sérotoninergiques de type 2A. Et ce blocage, quel est son intérêt? C'est une caractéristique
des antipsychotiques atypiques qui contribuent à leur efficacité sur les symptômes psychotiques, qui sont les symptômes positifs, surtout le délire, les hallucinations, et aussi les symptômes négatifs, c'est le fameux syndrome autistique, l'isolement social, l'émoussement affectif, et il n'y a pas de risque d'effets extra-pyramidaux qui sont le syndrome parkinsonien, le tremblement des extrémités. Donc là, c'est un schéma qui démontre l'agonisme partiel de l'aripiprazole sur les récepteurs dopaminergiques. Et là, l'aripiprazole, elle est en bleu au milieu, et donc ça démontre un petit peu l'agonisme et l'antagonisme par rapport aux différents récepteurs. Il faut savoir que dans les troubles psychotiques, que ce soit dans la schizophrénie ou bien les troubles bipolaires, n'importe quel antipsychotique atypique, il n'agit pas uniquement sur les récepteurs dopaminergiques, c'est vrai, en premier, mais il va agir sur la sérotonine. La sérotonine, c'est quoi son intérêt? On la trouve perturbée surtout en cas de dépression, de troubles anxieux, et sur les récepteurs histaminiques et adrénergiques. Merci beaucoup. J'ai pas encore fini. Le mécanisme d'action de l'aripiprazole, j'ai mis une coupe sagittale, pardon, du cerveau. Et donc, vous avez... l'image est partie. Donc, il y a l'espace synaptique, présynaptique, postsynaptique. Comment l'aripiprazole, donc c'est l'agonisme partiel, il y a en bleu et en mauve. Donc, en bleu, c'est comment il régule la sécrétion de la dopamine. En mauve, comment il régule la sécrétion et la stabilité de la sérotonine. Vous pouvez me laisser 5 minutes parce qu'il y a deux vignettes cliniques qui sont très importantes. Je vais aller rapide. Donc, les bénéfices, c'est que l'efficacité sur les symptômes positifs et négatifs, on en a déjà parlé, et il n'y a pas d'effets secondaires, surtout extra-pyramidaux, il respecte le syndrome métabolique. C'est un traitement d'appoint qui est très efficace. On a un recul de plusieurs années par rapport à cette molécule. Donc, sur le plan thérapeutique, il faut savoir que l'effet thérapeutique souhaitable, on l'atteint en quelques semaines, on va dire au maximum 2 semaines, progressivement. Il y a plusieurs études dans l'encéphale, le volume 40 en 2014, page 62-73, qui confirment l'efficacité de l'aripiprazole dans l'usage en cas de schizophrénie trouble bipolaire. Il y a aussi une autre étude qui parle de l'efficacité de l'aripiprazole dans la schizophrénie. Les auteurs, c'est Charpeau, Samalin et Lorca. Lorca, il est connu. Donc là, ils ont prouvé l'efficacité de l'aripiprazole parce qu'il n'y a pas de risque d'élévation de la prolactine, il n'y a pas de risque de syndrome métabolique. Ça respecte l'espace QT, il n'y a pas de risque d'allongement de l'espace QT qu'on peut retrouver avec les autres antipsychotiques atypiques dont la risperidone, et il y a une bonne tolérance par le patient. Donc, et la posologie souhaitable, c'est entre 5 et 30 mg par jour. Il faut savoir que en respectant l'AMM, la dose maximale, elle est de 30 mg par jour. En cas de schizophrénie, de trouble bipolaire, personnellement, je n'ai pas été au-delà de 20 mg par jour et ça a donné de très très bons résultats. Et les patients reviennent très contents, très bien insérés dans leur travail. Puisqu'il ne me reste pas beaucoup, je vais passer à la deuxième étude, l'étude JAMA. L'étude JAMA, c'est une association américaine qui fait plusieurs études par rapport chez les patients âgés qui souffrent de démence, surtout en cas de troubles du comportement. Dans leur comparaison avec les autres antipsychotiques atypiques, je cite par exemple l'olanzapine, la risperidone, la quetiapine, c'est la seule molécule qui a donné de bons résultats et c'est la seule
après avoir fait les 3 scores d'évaluation que je vais citer rapidement, a conclu et a prouvé l'efficacité, dans certains cas à petite dose, de l'aripiprazole. Il a des effets importants en cas de troubles du comportement chez les personnes âgées, chose qui bloque beaucoup la famille, l'entourage et aussi le médecin traitant. Donc, les critères d'évaluation principaux de cette étude, JAMA, c'est le score NPI, le score BPRS et le score CMAI. Donc, en termes de sécurité, de sédation et d'effets souhaitables, la seule molécule qui a répondu présente, c'était l'aripiprazole. Donc là, avant la Rifly et les autres génériqueurs, il y avait l'Abilify, c'était la première molécule. Donc, on reste sur l'aripiprazole. C'est la seule, l'ASMR, c'est quoi? C'est l'association qui va évaluer la transparence du laboratoire par rapport à son produit, par rapport au respect de la santé du patient, etc. Donc là, on voit en comparaison avec les autres antipsychotiques atypiques, c'est le seul antipsychotique atypique avec moins d'effets secondaires et qui respecte la transparence. Avec l'allopéridol aussi, il y a peu d'effets secondaires ou pas d'effets secondaires extrapyramidaux. L'effet thérapeutique souhaitable, il est plus rapide par rapport à l'allopéridol, aussi par rapport aux autres antipsychotiques atypiques comme dans ces schémas. Donc, dans Sciences Directes aussi, la revue européenne confirme aussi l'efficacité de l'aripiprazole en cas de schizophrénie. En cas de switch aussi, on peut switcher directement, ça veut dire changer d'antipsychotique ou bien aller doucement. Donc, il n'y a pas de risque. Et donc là, rapidement, donc ce tableau, il résume la comparaison avec tous les autres antipsychotiques atypiques. On retrouve que uniquement l'aripiprazole qui a moins d'effets secondaires. Parfois, et très rarement, on retrouve la catisie. Ça veut dire que s'il vous plaît. Oui. Une minute. Je termine. C'est l'impossibilité de se tenir assis. Par rapport aux antipsychotiques atypiques, vous voyez les zéros partout. Donc, il n'y a pas de risque de syndrome métabolique. Je vais parler d'un seul cas clinique rapidement. Donc, c'est une dame âgée de 37 ans qui vient au cabinet avec sa mère alors qu'elle était chez ses parents. Elle se comporte de façon inhabituelle et se met à tenir des propos incohérents avec un délire à thème mystique, ça veut dire religieux. Elle a 2 filles, elle est divorcée depuis 6 ans, donc il y a plusieurs facteurs défavorables. Donc, il y a des antécédents d'épilepsie, de méningiome cérébral. Les antécédents psychiatriques, elle a déjà été hospitalisée en 2003. Il n'y a pas de trouble d'addiction. Donc, la patiente, elle parle beaucoup. Le discours, il est grossièrement désorganisé avec dessous du coq à l'âne. Elle parle du prophète qui lui parle. On relève aussi notion d'hallucination. La patiente a été mise sous risperidone à raison de 8 mg par jour avec des rendez-vous fréquents l'espace de 6 semaines, chaque 6 semaines, tout en augmentant les doses journalières jusqu'à 14 mg par jour. Mais ça n'a donné aucun résultat. Alors, bien au contraire, on a eu une prise de poids, un déséquilibre de son bilan lipidique et aussi les troubles psychiques n'ont pas été stabilisés. Par la suite, on a pensé à l'hospitaliser. On avait mis sous aripiprazole à cause du syndrome métabolique et c'était le miracle. Il y a eu une diminution de son activité délirante et hallucinatoire, je termine, qui a été notée, ainsi qu'une stabilité de ces troubles du comportement au bout de 2 semaines. Donc après 1 mois d'hospitalisation, elle a pu regagner son domicile, elle a pu être réinsérée dans la société et le diagnostic de schizophrénie a été posé avec un rendez-vous de consultation chaque mois. Actuellement, notre patiente, elle a gagné son autonomie personnelle et elle s'occupe seule de ses filles. Malheureusement, faute de temps, je ne peux pas continuer la deuxième vignette clinique. Je vous remercie pour votre attention. Si vous aurez des questions, je suis là. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation qui était claire et très simple.
Alors, on demande au docteur Zidane pour remettre l'attestation au professeur Ben Saddiq.